professeur Oberlin est parti, donc en fait il n'y aura plus de questions parce que je voulais lui poser la question sur le pont maritime qu'on est en train de construire à l'heure actuelle, parce qu'il apprenait, lui, surtout, effectivement, qu'on continue à ce que les dons arrivent à travers Afar. Donc il n'est plus là, il ne peut plus répondre. Pour Faisal, sur quel territoire continu peut-on construire la Palestine? Sur quel territoire continu? Parce que ça suppose expulser une quantité phénoménale d'Israéliens, ça c'est sûr. Autrement, il n'y a plus de territoire. Et ma question aussi était à professeur Dumont, je crois, c'est ça. Vous avez parlé de renaissance d'antisémitisme. Moi, à ma connaissance, je ne sais pas qui est sémite, qui n'est pas sémite, puisque je ne sais pas si on peut parler de peuple sémite, on parle de langue sémite, l'arabe, l'hébreu, tous les deux appartiennent à des langues sémites. Donc, c'est un terme purement occidental. Et le massacre, en fait, en réalité, le massacre des Juifs a eu lieu, on le comprend, puisqu'il a eu lieu en Occident, il n'a pas eu lieu en Orient. Et en quoi, ma question c'est en quoi un Juif roumain, ukrainien, polonais ou n'importe, est-il plus sémite qu'un Palestinien qui a toujours habité ces terres, il ne l'a jamais quitté, et qui existe depuis la nuit des temps? C'est ça ma question. Vous avez proposé une solution utopique, mais quel est l'intitulé de cette solution? Est-ce que c'est le Grand Israël ou bien la Palestine? Et tout ça, le problème, ça repart. Donc, une solution utopique reste utopique. En ce qui me concerne, c'est plutôt un commentaire. Il y a, je crois, une autre comment on peut dire, pour reprendre les termes du recteur Dumont, il y a une autre possibilité ou un autre scénario qui est celui du blocage, du statu quo. Il n'y a pas de solution, on l'a bien vu aujourd'hui du moins, pas de solution immédiate. Il se trouve que tous les acteurs de la région ont des intérêts contradictoires. La Turquie et l'Égypte se divisent sur les frères musulmans. La Turquie soutient les frères musulmans, l'Égypte, c'est l'ennemi. La guerre, par exemple, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, l'Iran chiite soutient l'Arménie chrétienne. Israël, juif, soutient l'Azerbaïdjan chiite. Allez comprendre. Évidemment, Israël vend des armes à l'Azerbaïdjan. Le roi Abdallah de Jordanie est très proche des Américains. En revanche, le prince héritier d'Arabie Saoudite prend ses distances et établit des liens diplomatiques avec l'Iran. L'Arabie Saoudite et l'Iran font partie des BRICS maintenant. C'est vraiment un Orient encore plus compliqué que précédemment. Donc, la solution du blocage, c'est-à-dire on reste dans la situation actuelle et on ne bouge pas. Il y a toujours le risque, évidemment, qu'Israël reprenne le génocide. C'est possiblement ce qui est en train de se passer actuellement, mais ce n'est pas encore sûr. D'autant plus qu'effectivement, les Américains bloquent. Ils bloquent pourquoi? Parce que le mouvement de protestation dans les universités prend de l'ampleur. Il se trouve qu'en 1968, c'est le mouvement étudiant contre le Vietnam qui a empêché le président Johnson de se représenter. Il se trouve également que cette année, la Convention démocrate se déroule à Chicago, c'est-à-dire à l'endroit où s'est déroulée la Convention démocrate en 68. Donc, l'administration américaine a une trouille bleue que ce mouvement estudiantin se poursuive et prenne de l'ampleur. Donc, l'administration américaine va faire tout ce qu'elle peut pour empêcher Netanyahou de poursuivre le génocide.
Donc, la situation peut se figer. Est-ce qu'elle peut se figer longtemps? J'aimerais apporter une parabole. Il se trouve que, au début du XIXe siècle, le Japon était une puissance pacifique. Les seigneurs de la guerre se faisaient la guerre, mais entre eux, qui ne demandaient rien à personne, qui étaient interdites aux étrangers, qui acceptaient les étrangers qu'elles voulaient, en particulier des prêtres portugais, allez savoir pourquoi. Et soudain, les États-Unis, voulant imposer les règles, déjà à l'époque, c'est-à-dire le libre commerce et la libre concurrence, envoient une petite escadre, 4 bateaux de guerre, dans la baie de Tokyo, pour ouvrir le Japon au commerce. Et le commodore Perry, qui dirigeait l'opération, bombarde Tokyo, heureusement à blanc. Aujourd'hui, s'il bombardait Tokyo, ce ne serait pas à blanc. Et les Japonais cèdent. Et cette violation produit quelques années plus tard ce qu'on appelle l'ère Meiji, c'est-à-dire que l'empereur du Japon décide de rattraper, de dépasser les Occidentaux. Et non seulement il le fait, mais il y parvient très bien. Il bat les Russes dans la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et il rend la monnaie de leurs pièces aux Américains en attaquant Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Évidemment, ça s'est mal fini pour le Japon. Mais on est dans la même configuration. C'est-à-dire que les pays qui sont aujourd'hui contraints d'accepter l'ordre, les règles de l'Occident collectif ne sont plus aussi faibles que précédemment. Le paradigme est en train de changer. Et c'est de ce changement de paradigme, des BRICS par exemple, ou de l'Organisation de coopération de Shanghai, ou d'autres organisations internationales, que peut venir la solution à Gaza, en Palestine, et peut-être effectivement conduire à terme, mais à terme vraiment, à une solution soit à 2 États, soit à la fin de l'apartheid. Merci. Merci Pierre. Merci. Je voudrais m'adresser au recteur Dumont qui a parlé donc de plus en plus de marques, enfin de manifestations de plus en plus nombreuses d'antisémitisme. Je ne les ai pas tellement vues. Je suis désolée, parce qu'on ne sait pas trop bien. Il y a eu effectivement des marques sur des immeubles, etc. On ne sait pas trop bien qui les aurait véritablement mises contre les boutiques tenues par des juifs, etc. Bien. Et ce qui est très important, c'est de revenir effectivement au fait que les Arabes aussi sont sémites. Oui. Donc, moi, quand j'entends parler d'antisémitisme, enfin, en ce moment, c'est plutôt l'antisémitisme anti-arabe. Et je conseillerais aux Arabes de protester, de porter plainte contre antisémitisme plutôt contre islamophobisme, puisque justement les Arabes sont aussi chrétiens et que le christianisme est né dans cette terre arabe. Bon, voilà. Puis on n'est pas tous musulmans. Bon, on a aussi le droit d'être athée. Et pour en revenir à un pays qui serait unique, ça pourrait s'appeler tout simplement la Palestine, monsieur Faisal Jalloul, excusez-moi. Donc la Palestine où tous seraient palestiniens, juifs, musulmans, chrétiens, et point. Ce serait en fait un État comme les autres et pas un État pour les Juifs, comme ça a été quand même proclamé. Et il faudrait trouver maintenant une langue commune, ou 2 langues, pourquoi pas, l'hébreu et l'arabe, pourquoi pas, c'est faisable. Il y a bien la Belgique et ses 3 langues, bon, ça pourrait fonctionner. Non mais, vous voyez, oui, je sais bien. Alors que l'État, alors vous parlez la Palestine, historiquement, a toujours existé. Et effectivement, les Juifs, c'est... D'où viennent-ils s'ils ont une identité profonde, de quelle terre sont-ils issus? Puisque comme peut-on être juif polonais, juif hongrois, juif italien, juif algérien, marocain, tunisien, c'est donc bien une religion. C'est pas une nationalité, ce n'est pas même un peuple. Alors moi, il ne me dérange pas d'être en Palestine, il s'appellerait palestinien, et puis il serait là avec les autres, voilà.
Et ce serait la Palestine. C'est pas très compliqué à établir. Hein. Merci Ce serait un bien. État laïque où les religions auraient le droit de citer, mais pas dans la Constitution. En fait, moi aussi, je fais partie des gens qui pensent que sur tous les plans, que ce soit le plan politique ou culturel ou économique, tous les intérêts vont dans un seul État. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent à ce sujet-là. La dame qui est à côté de moi a dit tout à l'heure que l'État pourrait s'appeler la Palestine. Ce n'est pas quelque chose qui coule de source que de l'appeler la Palestine, parce que peut-être que les Israéliens actuels juifs ne seraient pas bien d'accord pour qu'on l'appelle la Palestine. Mais d'un autre côté, les Arabes de Palestine ne seraient pas d'accord pour qu'on appelle cet État le nouvel Israël ou autre chose. Donc il faudrait trouver un compromis. Ensuite, sur le plan économique, je suis vraiment persuadée que les Palestiniens s'en sortiront jamais sur le plan économique s'ils se retrouvent tout seuls. On a vraiment besoin de cette coopération entre Israéliens et Palestiniens au sein d'un même État, même si c'est un État à binationalité, ce qui est tout à fait possible. Et je pense qu'il est vraiment temps que les organisations internationales se mettent d'accord pour obliger à ce qu'une telle entente se fasse. Et ça pourrait très bien se faire dans le cadre, peut-être, de sanctions contre les uns et les autres, pour usage d'armes abusifs, pour colonisation pour certains. Voilà. Je pense qu'on n'a pas une communauté internationale. Voyez, je finis, je me dépêche. Oui. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est là que je pose la question aux spécialistes, bien entendu. Comment est-ce qu'on envisage à ce moment-là le statut de Jérusalem? Est-ce que vous pensez que Jérusalem pourrait devenir une enclave neutre, un peu comme la Suisse, qui n'aurait pas vraiment de nationalité, mais qui aurait un statut international en tant qu'élément du patrimoine international? Voilà. D'abord, une anecdote très courte. J'habite à Argenteuil. Mon voisin s'appelle Goldenberg. En fait, il est né au Panama parce que ses parents fouillaient le nazisme. Ils sont allés aux États-Unis où toutes les portes étaient fermées. Et donc, les réfugiés juifs européens, ils sont atterris au Panama. Pour lui, il est athée, il n'a jamais mis les pieds dans une synagogue, mais ça quand même dit quelque chose. Plus sérieusement, en fait, donc, pour l'Institut Schiller, je me suis occupé sur la question de l'eau. Et c'est un sujet qui, malheureusement, n'a pas été abordé aujourd'hui. Ça mériterait peut-être une conférence spéciale, parce qu'une grande partie des conquêtes israéliennes, pour faire un État dans le désert, il faut s'accaparer des ressources en eau. La guerre de 6 jours, c'est s'accaparer du Golan, qui est la source en grande partie du lac Tibériade et des sources du Jourdain. Donc, y compris dans les accords d'Oslo, donc il y avait un volet eau, et c'est très important parce que, en fait, c'est une région complètement dans le stress hydrique, comme vous le savez, Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie, encore pire. Et donc, si par différents moyens techniques et humains, on peut augmenter les ressources et le partage de l'eau, on peut donner un horizon de partage des richesses, de vouloir vivre en commun et ramener certaines parties à la table de négociation. Donc, il y a eu des projets, mais ça répond en partie, par exemple, à votre question. Il ne faut pas oublier que 62% du territoire israélien, c'est un désert qui s'appelle le Negev, où il y a 9% de la population. Donc on a l'illusion qu'Israël c'est un pays très développé, etc. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas le nucléaire civil, ils n'ont pas de barrage, ils n'ont que du charbon, ils importent du charbon, du pétrole et du gaz. Mais sinon, c'est un pays qui est arriéré. Et si par exemple on fait un plan d'adduction d'eau de la Méditerranée jusqu'à la mer Morte, où on peut dessaler l'eau de mer arrivant et sauver la mer Morte, et en même temps on aura de l'eau qui va passer par exemple à Beersheba, capitale du Negev, on pourrait effectivement renvoyer une partie des colons, aller faire de l'agriculture productive, être bien plus utile que d'aller travailler dans les banques à Tel Aviv ou à Jérusalem, et en fait permettre à ces gens-là de mener une existence productive sans embêter tout le monde. Donc l'aménagement du territoire israélien fait partie aussi de la solution, et de l'eau, évidemment, comme le gaz et comme le potassium qui est dans la mer Morte. Ces ressources doivent être partagées et permettre un vouloir vivre en commun et un développement. Donc,
sur l'Institut Schiller, si ça vous intéresse. Oui, je voudrais insister sur le fait qu'effectivement le partage de l'eau est très important, mais j'aimerais savoir, ça ne peut se faire aussi que dans des conditions de souveraineté qui se respectent. Or, j'aimerais savoir si, dans l'hypothèse de la création de deux États, l'État qu'on pourrait appeler Palestine, par exemple, aurait une souveraineté pleine et entière qui suppose tous les attributs d'un véritable État, une armée, des infrastructures, etc., etc. Est-ce que dans l'état actuel des choses, il n'y aurait pas tout un dialogue à entamer à ce sujet, dans la mesure également donc par rapport à l'aspect culturel? Je voudrais également parler de ce qui s'est passé donc au Rwanda et de la manière, je l'ai vu, moi j'étais là-bas à l'époque, donc j'ai pu voir à quel point de détestation les différences ethniques étaient arrivées et la manière dont finalement le Rwanda a pu dépasser tout ça et a pu entamer une voie de résilience et de dialogue entre les différentes ethnies. Et c'est quelque chose qui est un exemple à suivre. Et je pense que dans l'hypothèse de la création de deux États, la coexistence de ces deux États devrait se faire donc dans cette perspective de résilience. Non, c'est seulement, je me pose une question. Où vont vivre les Palestiniens? Quelle est la place des Palestiniens exactement? Parce que je ne comprends rien. Sur quel territoire vont vivre les Palestiniens? Ça, c'est le problème. Je crois que la seule solution à long terme sera la conformation d'un État laïque. Et l'autre chose qui me semble importante, c'est que le mouvement étudiant aux États-Unis n'est pas seul. Aujourd'hui, les syndicats soutiennent le mouvement contre ce qui se passe en Palestine et à l'État d'Israël. Moi, je suis descendant de juifs et je ne comprends rien du tout. Il y a des questions qui ont posées qui sont très intéressantes. Comment peut-on définir quelqu'un qui peut être juif? Moi, je ne suis pas religieux, rien du tout. Je ne suis pas athée, peut-être agnostique. Je m'en doute tout. Et je crois que c'est très compliqué. Je crois que la seule solution à long terme, avec l'intervention des grandes puissances, sera la conformation d'un État laïque. Il n'y a aucun aussi. Merci beaucoup. L'état des Juifs, c'est la description. Il n'y a pas d'autres questions ici? Si, si. Votre Excellence, allez-y. 10 minutes, 15 minutes. 3 heures. Je vais juste dire trois choses. Trois choses en 5 secondes chacune. La loi en Israël aujourd'hui limite à 20% le nombre des Juifs arabes. On ne sont pas autorisés à dépasser ce chiffre qui correspond à 20% de la population totale, pour répondre à madame. Monsieur a dit une chose très intéressante, c'est le blocage de la situation, parce que c'est une solution qui est, je vous l'assure, dans la tête de Netanyahou et de tous ses principaux ministres ou généraux, c'est ce que j'appelle le grignotage subreptice. On a passé de 48% à 60%, puis à 78%, et aujourd'hui, que reste-t-il de la Cisjordanie? Des 22% qui restaient, il y a à peine 10% qui ne sont pas occupés par l'armée israélienne. Donc, il suffit de grignoter subrepticement la suite, c'est-à-dire les 10%, et le problème est réglé, du point de vue des Israéliens. Ça ne va pas durer forcément longtemps, mais ça peut cimenter une situation, et je vous assure qu'il y aura très peu de protestations lorsque l'armée israélienne occupera la totalité de la Cisjordanie. D'autant plus que si Trump gagne les élections, vous n'avez rien vu
Biden, c'était quelque chose, mais en matière de soutien à Israël, Trump, c'est puissance 10. Et je vous laisse, parce que vous savez, je suis un spécialiste des citations, je vous laisse une très courte citation du premier ministre d'Israël, M. Ben Gurion. Ça fait une ligne. Il dit, si j'étais un... C'est pour nous tous, un sujet de réflexion. Ben Gurion dit, si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal. Nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi accepteraient-ils? Voilà, je m'arrête là. J'aurais mille choses à dire, évidemment.